Bouline, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissaient pas encore, on est un fournisseur de matières premières pour la brasserie, spécialisé dans les levures, les auxiliaires technologiques, tels que la stabilisation, la clarification, mais aussi dans le bois, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour parler du bois. Donc avant toute chose, on va parler du bois. On va parler du bois. Avant toute chose, je vais vous proposer de un peu mieux se connaître, parce que c'est pas évident. Moi, je suis derrière un écran. Je suis Pierre Fauchois, je travaille chez Brouline, je suis technico-commercial et j'ai un petit passé de brasseur. J'ai travaillé 15 ans dans la brasserie. Donc, le bois pour différencier vos bières, ah oui, parce que le bois, c'est une possibilité. Et chez Brouline, on a cette possibilité, on va la présenter. Pourquoi le bois? Parce que dans la bière, nous avons déjà différents choix possibles. Vous les connaissez déjà pour la majorité. Vous avez différents types de malt. J'aurais même dû écrire céréales parce qu'il n'y a pas que les maltes. Vous avez différents types de céréales. Ça va parler du seigle, de l'avoine et tous les types de céréales que vous pouvez rajouter. Il y en a déjà pas mal. Vous avez les types de houblon, les variétés de houblon. On en parlait énormément. Plus de 300 variétés de houblon qui permettent d'avoir vraiment des possibilités aromatiques très intéressantes. Un choix de levure, le levure Brouline, mais aussi de nos confrères, qui est très large, les différents types de fermentation, mais dans chaque fermentation, vous avez aussi différentes souches qui vont vraiment amener des notes aromatiques très différentes. En fonction de vous, comment vous allez travailler quand vous brassez vos bières, ça va aussi jouer sur le profil organoleptique de vos bières, donc la conduite de fermentation, le temps de garde, est-ce que vous refermentez ou est-ce que vous travaillez en isobar. Tout ça va impacter votre bière et donc votre choix de bière, parce qu'on parle bien de choix. Parfois, c'est des compromis, mais c'est aussi des choix. Et on peut aussi ajouter un peu tout ce qu'on veut dans la bière, des épices, des arômes, des fruits, même des chamallows pour certains brasseurs. Donc voilà, on peut rajouter un petit peu tout ce qu'on veut. Et justement, une dimension qu'on ne connaît peu, c'est le bois. Et le bois, il y a de nombreuses possibilités. Vous pouvez avoir le granular, le copeau, vous pouvez avoir aussi les sphères de bois, les staves, les sticks, et aussi les barriques. Donc voilà un peu ce qui existe dans le bois. Je pense que c'est parfois un petit peu inconnu pour les brasseurs ou pour certains brasseurs. Mais ce bois, on va aller un petit peu voir d'où il vient et comment on arrive à ce produit-là. Quel bois? On parle de chêne quand on parle de ce type de produit. Il y a différents types de chêne. On va retrouver le chêne pédonculé, le chêne rouvre ou c'est silice, et le chêne blanc d'Amérique, le Quercus alba, voilà pour les noms scientifiques. Vous inquiétez pas, la présentation sera disponible pour ceux qui veulent apprendre par cœur les noms de chaque espèce de chêne, il n'y a aucun problème. La différence va être dans ces chênes va être sur la composition. On parle déjà de la composition et de ce que ça va apporter à nos bières. Les chênes rouvres, en fait, sont pauvres en tanins, ils sont pauvres en élagitanins. Les tanins, on n'en veut pas forcément énormément. Et ils sont riches en arômes, en whisky lactone, qui va donner entre autres les notes de vanille, et aussi en vanilline. Donc, on va utiliser surtout ce bois-là pour donc le chêne rouvre qui est au centre du visuel. On va surtout les utiliser pour le domaine du vin. Alors que les chênes pédonculés, sont eux riches en tanins, pauvres en arômes de whisky lactone et de vanilline, et eux vont être plutôt utilisés pour les eaux de vie. Le chêne blanc américain va être utilisé pour le vin, vous le savez, et aussi pour les alcools forts, c'est assez connu pour ça. Donc tous les chênes français proviennent de ventes avec l'ONF, donc ce sont des chênes certifiés PEFC. Donc ça, c'est le respect de l'abattage des arbres et de leur récolte. Donc du bois, on n'utilise pas tout le bois pour faire des copeaux, faire des barriques. On va utiliser ce qu'on appelle le duramen. On le voit bien sur la coupe transversale du tronc. On ne va pas utiliser l'écorce, l'aubier ni la moelle, le centre du tronc. Et en fonction de la partie, vous voyez, il y a des formes géométriques en fait dans ce duramen. Et en fonction de la forme, on pourra faire différentes choses. Donc, on pourra faire des douelles, faire de la barrique avec les jolies parties qui sont là, la partie jaune. Et on peut, avec les parties qui sont du coup moins rectangulaires, plus triangulaires, on va pouvoir plutôt les transformer en copeaux, car on aura du mal à faire des sortes de lattes, les douelles, pour les barriques.
Donc voilà, le copeau enfin voilà, si vous ne saviez pas d'où ça vient, voilà, ça vient vraiment d'une partie noble du bois au même titre que la barrique, donc du duramen. C'est juste les parties qui sont, d'un point de vue géométrique, moins utilisables pour les barriques. Donc il y a une grande exigence lors de la sélection de ces bois-là. Forcément, ça vient de différentes forêts. Donc là, il y aura un impact du terroir, comme il y a un impact du terroir sur les vignes, sur le houblon qui est un peu la vigne du Nord, donc il y a aussi un impact un peu terroir qui peut jouer. Donc le travail sera aussi de se sourcer, c'est-à-dire d'acheter les bois dans différentes forêts, dans différents terroirs, afin d'avoir une stabilité dans le process de fabrication. Et donc chaque bois est contrôlé systématiquement par des analyses, afin de lisser l'hétérogénéité, tout simplement. Le chêne français, voilà les régions de France qui vont produire les différents types de chênes. Alors le chêne Cécile, qui est celui qui nous intéresse particulièrement pour le vin, mais aussi pour la bière, voilà en vert foncé, plutôt au centre de la France, et le chêne pédonculé qu'on retrouve un peu partout en France. Enfin, quelques régions n'en ont pas, mais voilà qu'on va retrouver plutôt pour les eaux de vie. Donc, voilà les régions françaises où les chênes vont être récoltés. Aux États-Unis, donc là c'est plutôt, alors vous qui êtes brasseur, on pourrait presque parler de East Coast, ça va vous parler par rapport au style de bière houblonné, mais voilà, le chêne américain vient plutôt de la partie est des États-Unis, en particulier pour nous du Kentucky, du Tennessee, voilà, pour l'origine géographique des chênes. Le bois, la composition du bois, donc on retourne un petit peu à l'école, mais 90 à 95% de la composition du bois sont pour nous sur ce sujet des composés non extractibles. On parle de la lignine, de la cellulose et de l'hémicellulose. Et 5 à 10% sont des composés extractibles, donc plutôt les tanins et les arômes volatiles. Donc là, on parle du chêne brut. Les composés non extractibles auront quand même un intérêt dans la transformation du bois, car ils vont être dégradés et transformés par la chauffe. Vous doutez qu'il n'y a pas que 5% du bois qui va être intéressant pour nous par la suite. Voilà. Alors, le bois, les différentes possibilités, on l'a vu tout à l'heure, les différentes couleurs, donc différentes possibilités. Donc, vous vous doutez que selon si on utilise du granular, de la barrique, de la sphère, ce n'est pas tout à fait les mêmes interactions et ce n'est pas tout à fait les mêmes effets. Les surfaces d'extraction, en fait, vont être très différentes. Vous vous doutez qu'une barrique a une surface par rapport au volume de bière ou d'autres produits, de ce que vous allez produire, qui est différente d'un copeau ou d'un granular. Par rapport au process aujourd'hui de la brasserie, l'intérêt en brasserie sera sur les surfaces d'échange et les vitesses d'extraction assez courtes. Et le choix de la forme se fait en fonction du temps d'action disponible et du moment d'introduction. Donc souvent on va parler, dans la bière on parle beaucoup des barriques. Alors barrique ou copeaux, est-ce qu'il y a un vrai combat? Souvent on parle beaucoup des barriques et du vieillissement en barrique. Pour moi, ce sont vraiment, vous aurez une réponse un peu de breton, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, vous vous en doutez. La première partie, pour moi, les barriques, souvent en brasserie, la plupart du temps, sont des barriques qui ont déjà été utilisées. Utilisées pour faire du rhum, du whisky, du cognac, du vin, du porto et autres alcools œnologiques ou du monde des spiritueux. Et on va raconter, entre guillemets, on va continuer, j'appelle ça la continuité d'une histoire. On va continuer l'histoire du produit. La bière va intégrer l'histoire de la barrique en ayant une partie de cognac, par exemple, qui va s'intégrer avec le côté boisé aussi, mais aussi avec le cognac. Et parfois même aussi des microflores qui vont se développer et qui vont relancer une refermentation. Et du coup, faire des produits d'exception, mais des produits très, très différents. Et on continue une histoire via la bière. Le copeau, pour moi, c'est autre chose. Le copeau, on va créer une histoire. Et pour produire du copeau, on va commencer par broyer le duramen qu'on a vu tout à l'heure. Ce broyage va se faire forcément avec un contrôle visuel et un contrôle de la granulométrie. Et ce broyage va se faire pas tout de suite. C'est pas une fois qu'on coupe l'arbre, on broie les copeaux, les granulars. On va tout d'abord laisser sécher 24 mois ce bois dehors,
tout simplement. Et ça, c'est hyper important. J'ai écrit à ne pas zapper. C'est vraiment quelque chose de très, très important et essentiel pour la qualité des copeaux par la suite. Déjà, c'est important de couper le bon bois et d'avoir un bon sourcing sur le bois, mais c'est aussi très important de respecter ce process de séchage. Sur ce séchage, il est réalisé chez nous, chez nos partenaires mérandiers ou scieurs, pour information. Et en fait, l'objectif va être déjà de réduire l'humidité du bois. On va atteindre un équilibre à 12% d'humidité, ce qui est intéressant pour la chauffe derrière pour nous. Mais il va y avoir aussi des impacts de la chaleur, des UV, mais aussi des micro-organismes ambiants, de la pluie qui va lessiver. Et tout ça va avoir différents impacts. On peut le voir déjà sur la photo. Sur le fond de la photo derrière, vous voyez un bois très clair et un bois quasi noir. En fait, le bois clair, je pense qu'il a été mis et entreposé depuis très peu de temps. Le bois noir est plutôt en fin de séchage. Voilà le bois. Voilà, quand on zoome un petit peu dessus, à quoi ça ressemble concrètement quand ils sont stockés pour être séchés. Et qu'est-ce qui va se passer durant tout ce temps? Eh ben, on va garder, c'est pas écrit, mais la petite barre orange, c'est les notes de coco. La coco va rester stable dans le temps, mais par contre, on va perdre l'astringence du bois, le végétal et l'acidité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Cette maturation va enlever certains critères qui peuvent être très négatifs sur un produit bière ou même d'autres types de produits. On ne recherche pas ces critères-là quand on veut utiliser du bois. Alors que les notes de coco, le whisky, les lactones qu'on a vu tout à l'heure va rester présent. Et donc, on va avoir ce bois frais. Revenons à la fabrication. Donc, on a nos copeaux qui ont été broyés. Et ben après vient la phase de torréfaction. Donc, cette phase est vraiment moi, quand j'ai découvert, j'ai eu la chance de visiter l'usine de l'atelier bois qui est située près de Bordeaux. Ça fait vraiment penser au process du malt. Vous qui êtes brasseur, je pense que vous ferez vite le rappel. Et en fait, c'est une chauffe, une torréfaction des copeaux ou des granulars. Tout dépend ce que nous avons broyé, avec des courbes de chauffe très très précises. Donc avec un couple temps, température, pression, humidité, et qui va faire différentes chauffes du bois et donc développer différents arômes. Donc chaque lot forcément est contrôlé, les paramètres de production sont contrôlés via les sondes, les temps, et on contrôle aussi tous les paramètres volatiles, tout ce qui va apporter le goût à ce bois. Donc les composés initiaux, cellulose, lignine, hémicellulose qu'on a parlé tout à l'heure, les composés non extractibles, vont développer des composés aromatiques volatiles. On va noter les notes de vanille, de caramel, de clou de girofle. Puis après, on va aller sur des notes qu'on retrouve aussi dans le malt de café, de pain grillé, forcément via la torréfaction. Puis, la dernière phase, donc ça c'est à l'usine, à l'atelier de bois de Bordeaux, et l'emballage, avec un dosage automatisé, un contrôle visuel et le contrôle des emballages. Pour ceux qui auraient des doutes d'un point de vue microbiologie, parce que tout à l'heure j'ai parlé entre autres de l'impact des micro-organismes sur le séchage et sur la transformation du bois pendant ce séchage, forcément la torréfaction a un pouvoir stérilisant. Donc on chauffe, donc il ne va plus rester de problème en termes de microbiologie sur les copeaux, les granulars ou sur les différents bois. Voilà, ça c'est pour vraiment mettre en visuel les différents contrôles qui sont faits et chaque lot est contrôlé. Et voilà les légères variations qu'on peut avoir d'un lot à l'autre en fonction du terroir du bois, mais aussi en fonction de la production. Voilà, donc on est assez stable et on va contrôler les différents composés. Donc le but c'est d'être stable, tout en gérant les variations possibles de matières premières. Tout ça en ayant une bonne gestion du process et en achetant le bon bois qui va bien, tout simplement, j'ai envie de dire, mais c'est pas toujours aussi simple dans la réalité. Alors, comment concrètement, vous, dans vos brasseries, vous pouvez utiliser les copeaux de bois? La méthode la plus simple et j'ai envie de dire la plus utilisée est d'insérer ces copeaux en fermentation en garde. On préconise souvent un dosage de 1 à 4 grammes par litre. Alors là, tout dépend, on en parlera peut-être après, mais de ce que vous voulez vous faire et quel impact vous voulez amener du bois sur votre produit. Donc c'est en infusion, en plus de fermentation garde, dans un sac à infusion pour éviter tout problème dans la suite du process, entre autres dans les pompes. Idéalement, vous pouvez lester ce sac
Comme ça, il y aura une bonne surface de contact entre le liquide et le bois. Et le plus embêtant, entre guillemets, est vraiment d'avoir le bon trou d'homme sur le fermenteur ou le tank de garde pour vous. En fonction, si vous utilisez en fermentation de garde, vous n'aurez pas la même extraction et pas le même résultat. En fermentation, la levure aura un impact et va transformer, entre autres, certains composés aromatiques en alcools qui sont inodores. Donc, vous perdrez certains aromatiques de coco, de vanille, mais vous aurez quand même un apport de structure, etc. Voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Moi, j'ai tendance à préconiser en garde, mais vous pouvez vous amuser en fermentation ou en garde. Vous n'aurez pas les mêmes résultats avec le même bois. Vous pouvez utiliser aussi les copeaux de bois en type hop gun. Tout à l'heure, on parlait du malt sur la torréfaction des copeaux. Là, on se rapproche plutôt du milieu du houblon, toujours avec le bois, où on peut faire de l'infusion comme un dry hopping, où on peut faire un hop gun. Donc, on met le bois dans le hop gun et on fait son circuit fermé pour extraire en mode un peu dynamique tout ce qu'on veut extraire du bois. Alors, toujours attention à l'utilisation du hop gun, au phénomène d'oxydation, ne pas prendre d'oxygène sur ces phases-là. C'est toujours le risque. Il faut bien gérer cette phase-là du hop gun pour gérer l'oxydation. Une autre méthode qui est aussi utilisée, donc là les photos c'est un peu à la maison, mais ça marche aussi. Vous pouvez faire une extraction, une macération des copeaux de bois dans un spiritueux de tout type, vodka, whisky, rhum, etc. Afin d'extraire les aromatiques de bois. Donc là, c'est vraiment quand on a soit on veut raconter une autre histoire avec les spiritueux. Donc on rajoute une dimension, il y a la bière, il y a le bois et on rajoute un spiritueux. Ou c'est parce qu'on a un problème entre guillemets de gestion de cuverie et on a besoin de place. Donc ça peut être aussi pour optimiser cette extraction séparée de la cuverie traditionnelle. Mais attention, forcément, les spiritueux ont un alcool plus fort, on est à 40 degrés, donc c'est un solvant plus puissant qui va extraire plus le bois, qui va vraiment extraire un peu différemment. Et il faut faire aussi attention à la législation pour le coup liée à l'étiquetage et à la dénomination bière. Vous ne pouvez pas garder le mot bière si vous ajoutez de l'alcool qui augmente le taux d'alcool de plus de 0,5, ce taux d'alcool par rapport au taux d'alcool initial de la bière. Donc, il faut faire attention à ça quand on rajoute un alcool dessus. Mais cette macération fonctionne bien. Pour les infusions, on préconise 1 à 2 semaines, mais en 3 semaines, vous avez tout extrait sur une base copeaux, sur une base granulaire. Vous serez en quelques jours, vous aurez une extraction. Il faut intégrer aussi la notion d'extraction-intégration. L'extraction va être vraiment le phénomène physique d'extraction des composés aromatiques, et l'intégration va être plutôt un peu comme la garde sur la bière, cette phase d'équilibre des goûts et voilà le passage d'une bière un peu jeune, un peu verte à une bière qui est finie et qui a un équilibre et l'équilibre que le brasseur veut, tout simplement. Donc voilà, les copeaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quel type de copeaux? Alors, il y a 4 chauffes différentes de copeaux qui existent, le fresh, le light, qu'on préconise sur les blondes et IPA, NIPA. Mais voilà, il y a 3 petits points. Je commence à connaître le monde des brasseurs et je sais que vous en ferez ce que vous voudrez. Mais voilà, ce qui est intéressant avec entre autres le fresh, c'est la chauffe la plus légère. Voilà, il y a une chauffe. Vous pouvez goûter ce bois-là. Ce bois-là, s'il est bon, ça veut dire que le bois est bon. On ne parle pas du process de transformation, il y aura un impact. Mais voilà, vous verrez la qualité d'approvisionnement du bois et cette stabilité sur les appros et ce que je vous parlais tout à l'heure du lissage des productions et des approvisionnements de bois. Donc les chauffes light, les chauffes médium, pareil, 3-4 grammes par litre. Donc là, on a tendance à forcément plutôt les associer avec des bières plutôt ambrées, triples, un peu plus fortes. Et le médium plus qui a un impact organoleptique très intense. On préconise un dosage qui est inférieur, 1 à 2 grammes par litre. Et là, on va l'associer plus facilement avec des noirs, des porteurs, des grosses stouts. Mais rien n'est limitatif. La limite est seulement votre créativité plutôt que ce schéma. Donc là, voilà la perception pour chaque chauffe, non chauffé, light, medium, medium plus, la perception des différents composés aromatiques en fonction de la chauffe.
Donc voilà, en fonction de la chauffe, certains composés vont apparaître, entre guillemets. Tout ce qui est amande grillée, café torréfié, caramel va venir être plus intense sur les chauffes plus grandes. Tout ce qui est bois frais sera plus présent sur les non chauffés light. Donc voilà, en fonction de ça, vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur ce que peut apporter un copeau de bois, un élevage sur bois à votre bière. Donc sur les chauffes, on va dire légères, on a plutôt les supports de fruits avec le 6 whisky lactone trans qui va être sur le coco, le lacté et la vanilline sur la vanille. Donc ça c'est très intéressant. Moi je me suis amusé à brasser à la maison avec ces copeaux pour découvrir aussi les produits. C'est vraiment intéressant ce que ça peut apporter même sur des bières claires. On associe souvent les copeaux, l'utilisation de copeaux en brasserie avec des bières brunes plutôt foncées. Ça se marie très bien sur des bières même claires, des blanches, etc. Bon, voilà, quand on parle de coco de vanille, ça parle forcément aux brasseurs par rapport au milkshake IPA, ce genre de style qui se rapproche aussi de certaines de ces saveurs, même si l'équilibre est différent. Et après, sur les chauffes plus fortes, on a ce qu'on appelle les composés empyromatiques qui sont générés par la chauffe. Donc là, on va retrouver ces notes d'amandes grillées, de fumée de caramel qui vont être recherchées. Donc, des essais ont été effectués avec les copeaux sur des bases de bière, avec différentes chauffes, et on a regardé tout simplement sur une analyse sensorielle la différence entre une bière blonde classique et une bière blonde avec 3 grammes par litre de copeaux light, pour cet exemple. Et on voit l'impact que peut avoir le copeau sur le produit. Sur le light, forcément, on est plutôt sur les arômes fruités et la fraîcheur, tout en amenant une certaine rondeur et une persistance aromatique. Donc c'est vraiment un soutien à votre bière et ça vient transformer votre bière. Quand on dit que le copeau peut amener une nouvelle dimension à la bière, voilà, c'est vraiment perçu organoleptiquement. C'est pas les analyses comme je vous ai montré. Là, c'est vraiment des gens qui ont dégusté en analyse sensorielle et qui ont perçu cet impact sur le produit. Le même exercice a été fait sur différentes chauffes. Donc là, c'est sur le médium. Donc le médium qui développe pas mal de notes différentes, qui va être un petit peu plus fruité, mais moins que le light qu'on a vu précédemment, mais qui va développer plus des arômes maltais, toastés, en cohérence avec la chauffe, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout me paraît assez logique, et aussi une persistance aromatique, une rondeur. Souvent, dans le milieu, entre autres du vin, on va parler de structure. C'est pas un terme qui parle forcément toujours dans le milieu de la bière, mais j'ai envie de vous dire, goûtez tout simplement une bière avec les copeaux et vous comprendrez ce que veut dire le terme structure. J'ai pas mieux à vous dire que ça. Le même exercice a été fait aussi avec les copeaux médium plus. Donc là, on voit tout de suite que il y a aussi un apport de structure et forcément, on va développer les arômes maltais, le côté grillé qui apparaît tout de suite. Donc, si on reprend un peu tous ces copeaux en termes d'un essentiel, alors oui, je sais, c'est pas évident à lire parce qu'il y a 4 empreintes sensorielles, on va dire, des différents copeaux sur le même, mais ça permet de voir un petit peu ce que apporte chaque copeau. Voilà, le fruit frais pour le fraîche avec du lacté et forcément jusqu'au médium plus qui va être plus sur l'amande grillée, alors que le médium sera assez il est stable un peu partout. Il va pas développer une note plus que les autres. Il va amener un peu de tout, ce qui le rend aussi très intéressant. Tout dépend du produit, c'est toujours l'histoire. Et les copeaux US, qui eux sont un petit peu plus exubérants entre guillemets, ils vont développer plus de vanille, plus de coco, mais ils vont peut-être amener un peu moins de structure, de sorte de sucrosité par rapport au chêne français qui est plus subtil au final que ce qu'on peut avoir avec des chênes américains. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà un peu un résumé de tout ce qu'on vient de voir au niveau du choix des copeaux. Donc entre le fresh, le light, le medium plus, en fonction de ce que vous voulez, en coco, en apport de structure, en composé empyromatique, tout dépend de ce que vous voulez. En copeaux US, les chauffes disponibles sont que du medium plus, alors que sur les chênes français, vous avez les 4 chauffes disponibles.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des idées de recettes. Je sais que les brasseurs parfois sont dans les extrêmes, voilà. Et ces copeaux, vous vous doutez bien qu'on peut les mélanger. Et comment découvrir ça? L'idéal pour le découvrir, c'est d'essayer. Il existe des kits bois. Nous avons développé un kit bois où vous aurez des échantillons de bois. C'est pas compliqué à tester. Vous prenez un peu de bière de votre production, vous mettez ça dans un petit seau de fermentation, un récipient, vous laissez l'extraction se faire. Vous faites une refermentation de bouteille, vous goûtez et vous avez déjà vos premiers résultats et vos premiers impacts sur le produit. La magie aussi, c'est que vous avez vu, on a 4 chefs, plus 2 origines françaises et américaines, mais vous pouvez aussi bien sûr vous amuser à faire des blends, à faire des mélanges de différents bois qui vont amener différentes notes, comme vous pouvez mélanger différents maltes pour faire vos bières, vous pouvez mélanger vos copeaux pour faire des blends et du coup faire des apports d'aromatiques très différents et faire un peu votre recette à vous qui vous est propre, tout simplement en fonction de votre produit et de votre objectif. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir passer aux questions. J'ai cru voir déjà une question. Comment identifier en typologie de bière ou sur une étiquette que des copeaux ont été utilisés lors de la fabrication d'une bière? Légalement, sur les textes, je n'ai rien vu de très très cadré, très très officiel sur cette partie. Le plus simple est de l'écrire tout simplement. Tout ce qui est DDPP, etc., va vous demander de prouver ce que vous écrivez sur une étiquette. Donc c'est toujours ça le plus important, je pense, d'un point de vue réglementaire, c'est de toujours prouver. Donc si vous écrivez copeaux de bois, il faut que vous puissiez prouver que vous avez utilisé des copeaux de bois. Voilà, je pense, de ce point de vue-là. Il n'y a pas de limitation, entre guillemets, sur l'utilisation de copeaux dans le monde de la bière. Alors, l'origine du bois, je pense que j'y ai répondu. L'essence du bois, c'est le chêne qu'on m'a demandé. Le bois est aseptisé. Alors, via la chauffe, oui, il y a des choses intéressantes. Par la chauffe du bois, tout ce qui est micro-organismes est détruit, donc il n'y a pas de problème. Le plus compliqué d'un point de vue microbio et risque microbio, parce que je sais que c'est une attente des brasseurs, c'est le risque. Je vais jamais vous dire qu'il n'y a jamais de risque dans l'utilisation, mais le risque est plutôt sur l'humain comme sur un dry hop. Ça va être la manipulation humaine quand vous allez manipuler les sacs d'infusion. Les sacs aujourd'hui sont des sacs d'infusion de 6 kilos. C'est pas toujours facile à manipuler selon le d'homme que vous avez. Donc le risque, il est plutôt là. Donc faire toujours attention à bien, ça va être bête ce que je vais vous dire, mais à bien se laver les mains, à bien désinfecter l'environnement quand vous allez utiliser. J'ai envie de vous dire qu'un peu comme quand vous faites un dry hopping. Le risque est assez proche. Est-ce qu'on peut trouver des bois ayant déjà macéré dans de l'alcool? Alors non, pas chez nous. Tout ce qui est bois vient vraiment du bois. Et le problème, si vous avez déjà fait macérer du bois dans d'autres produits, vous aurez extrait le bois. Par exemple, si vous voulez mettre des copeaux dans du vin et je vais utiliser ces copeaux après, vous n'aurez pas ces notes de bois dans votre bière. Vous aurez le vin parce que le bois aura absorbé, aura entre guillemets imbibé du vin, parce que ça reste un produit sec, et donc il va absorber en humidité, donc il va absorber du vin, et il va relarguer du vin dans votre bière, ce qui peut être intéressant, mais l'apport du bois, il va être proche de zéro, parce que c'est le vin qui aura extrait, qui aura pris tout ce qu'il y avait besoin, et tout ce qui avait intéressant du bois. Donc voilà, l'idée de vouloir copier un vieillissement barrique, voilà ce que je vous ai raconté dans le duel barrique-copeaux. Vouloir copier avec des copeaux, c'est pas forcément une bonne idée parce que la barrique n'est pas faite de la même façon que le copeau. Le copeau, vous racontez vraiment une histoire de bois que la barrique, vous racontez une histoire de bois parce que la barrique, les duels, c'est pas les mêmes surfaces de contact, c'est pas les mêmes temps de contact et vous racontez l'histoire de l'alcool. Donc le copeau, vous allez tout extraire rapidement. On a vu 2-3 semaines d'extraction. Donc c'est pas intéressant pour vous si vous voulez entre guillemets copier la barrique. C'est pour ça que c'est vraiment 2 produits différents. Je tiens à insister là-dessus. Pour moi, c'est vraiment 2 visions différentes. Souvent, je prends l'analogie, c'est comme si vous voulez comparer un malt tourbé à un malt fumé. Alors oui, d'un point de vue process de maltage, le process se rapproche. Par contre,
Voilà, le seul lien, c'est celui-là, parce qu'en termes de goût, vous connaissez tous, je pense, la différence entre un torbé et un fumé, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu pareil. Entre la barrique et les copeaux, c'est deux mondes différents, deux très beaux mondes et deux très mondes différents. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, si j'ai bien tout répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'on a déjà utilisé d'autres essences de bois? Alors aujourd'hui, nous sommes limités par le chêne parce que le chêne est utilisé dans le monde du vin et eux sont très très réglementés sur l'utilisation des essences de bois. Pas autant que nous sur la bière on est moins réglementés, mais aujourd'hui on ne développe pas de nouvelles essences de bois parce que le marché tout simplement n'est pas là. Mais si un brasseur demain m'appelle et me dit qu'il veut m'acheter 50 tonnes de copeaux de bois d'une autre essence, tout est possible. Mais voilà, le problème, c'est il y a la recette à développer, il y a tout un travail à développer. Et aujourd'hui, le marché n'est pas encore là pour développer. Je compte sur vous pour que demain, ça soit le cas. Je ne demande pas mieux que de développer de nouvelles essences qui vont apporter différents goûts et différentes choses à la bière, clairement. C'est une possibilité, mais oui, c'est une demande que j'ai souvent, mais aujourd'hui, la connaissance aussi est sur le chêne. Il y a une jolie connaissance, donc aujourd'hui, voilà, cette présentation vient aussi d'une expertise du milieu œnologique qu'on transfère sur le milieu de la bière. C'est aussi ça qui est intéressant. Sur les autres essences, cette expertise n'existe pas encore. Ça peut être une possibilité. Voilà, le champ du possible. Il y a encore beaucoup de travail dans tous les domaines pour encore plus de créativité pour vous. Les copeaux sont en 12 kilos, sont conditionnés en 12 kilos, et l'ordre de grandeur, vous êtes à peu près à 100 euros les 12 kilos. Donc après, tout dépend de votre volume et ce que vous voulez en faire. Voilà, l'ordre de grandeur, il est là. Ça varie forcément en fonction des chauffes, etc. Mais vous avez un ordre de grandeur. Et comme ça peut vous permettre de réfléchir à le coût à l'hecto, parce que c'est quelque chose d'important aussi pour le brasseur qui est là pour faire aussi du commerce et l'impact. Et donc n'hésitez pas, le plus simple c'est d'aller sur le site web brewline.eu. Vous retrouvez les différents copeaux avec les tarifs directement, donc tout est transparent. Et vous retrouverez aussi le kit bois si vous voulez vous amuser à tester avant d'acheter du bois, parce que c'est toujours sympa de tester, de développer votre recette. Si vous voulez tester vos mélanges ou juste l'impact d'un bois et voir les différentes possibilités. Si vous avez des idées de style ou de choses un petit peu, on va dire un peu foufou ou un peu original avec le bois, n'hésitez pas. Je suis curieux, j'aime bien échanger sur ce genre de choses parce que je sais que les brasseurs innovent et n'hésitent pas à être créatifs et parfois dans l'innovation il y a des sacrées pépites. Ça c'est hyper intéressant. Sachez aussi que je parle de mélange de blend et c'est vrai que sur 12 kilos, c'est pas toujours évident de faire des blends en fonction du volume de votre brasserie. Nous avons aussi possibilité, on a des différents blends qu'on peut vous proposer qui sont déjà prédéfinis selon ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est tout à fait possible.